Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide, Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Nous accueillons notre collègue de VOA Afrique, Arzouma Compaoré. Il nous rejoint en direct près du Congrès américain à Washington. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques. Que pouvez-vous nous dire de plus sur le vote de ce jeudi ? Eh bien Jacques, deux démocrates ont rejoint les républicains pour s'opposer à la résolution qui a été adoptée par 232 voix pour et 196 contre. Il faut dire que cette dernière est un ensemble de procédures qui officialisent l'enquête visant à la mise en accusation du président Donald Trump. C'est en fait une transition vers une étape plus publique du processus, ce qui permettra aux élus d'interroger publiquement les témoins dans l'affaire ukrainienne après 5 semaines d'interrogatoire à huis clos. Trump à la Maison-Blanche, les appels à sa destitution, pour ne pas dire impeachment en anglais, n'ont pas arrêté après ce premier vote aujourd'hui au Congrès américain. La question revient sur le tapis. Le président peut-il vraiment être destitué? Pourrait-il être écarté du pouvoir? Arzouma, comment fonctionne cette procédure? Alors, pour histoire de mieux comprendre, je vous propose une courte vidéo explicative sur le processus de l'impeachment. Tout commence à la Chambre des représentants. Un seul membre peut l'introduire ou une commission peut voter pour entamer le processus. Le processus peut également commencer à la Chambre suite à une pétition ou un rapport d'un avocat spécial. La commission judiciaire mène généralement des enquêtes de destitution pour déterminer s'il existe des motifs de mise en accusation. Si oui, elle adopte une résolution référant l'affaire à la Chambre plénière. Un vote pour la mise en accusation est similaire à une accusation pénale, ce qui suppose un renvoi de l'affaire devant le Sénat pour jugement. Les membres de la Chambre agissent en tant que procureurs et présentent des allégations de mauvaise conduite au Sénat. L'accusé est autorisé à avoir des avocats pour sa défense. Il peut appeler des témoins et contre-interroger les témoins à charge. Le président de la Cour suprême préside les procès de destitution présidentielle. Après le procès, le Sénat délibère à huis clos. Les sénateurs votent ensuite en audience publique sur chaque article de la résolution de mise en accusation. Des procédures de mise en accusation ont été engagées contre des présidents, des juges fédéraux, un sénateur et un secrétaire de cabinet. Eh bien, cette procédure juridique demeure avant tout très politique, comme nous venons de le voir dans votre explicatif, Arzouma. Politiquement donc, que signifie le vote de ce jeudi ? Alors, il faut quand même signaler, Jacques, que juste après le vote, le président Trump a dénoncé dans un tweet la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Alors, pour les démocrates, ce vote, ce n'est pas formel vers la mise en accusation, c'est une étape supplémentaire dans le processus. Alors cela signifie surtout que les républicains devront commencer à défendre plutôt le président et critiquer les démocrates sur des questions de fond et non plus sur des questions de procédure. Même si ce vote formalise le cadre des investigations, c'est celui sur la mise en accusation qui viendra un peu plus tard, qui constituera vraiment l'étape déterminante avec des enjeux décisifs pour les membres du Congrès. Même si Donald Trump est mis en accusation à la Chambre, il faut savoir que le dernier mot, reviendra au Sénat, dominé par les républicains et au tiers. Il faudra 2 tiers des votes des sénateurs pour pouvoir destituer le président Donald Trump. Oui, une actualité que nous allons évidemment suivre. Arzouma Compaoré, vous étiez en direct près du Congrès américain à Washington. Je vous remercie. Sur un podium géant, plusieurs artistes guinéens se sont relayés pour donner une couleur festive à l'événement. C'est la deuxième grande mobilisation à Conakry en une semaine après celle des anti-troisième mandat. Pour les organisateurs, cette marée humaine est loin d'être la réponse du berger à la bergère.
Ce n'est pas une réponse à la marche, mais c'est la réponse à tous ceux qui pensent qu'Alpha Condé n'a plus de soutien en Guinée. Aujourd'hui, nous allons prouver à la face du monde qu'il n'y a pas un homme aussi crédible qu'Alpha Condé en Guinée, il n'y a pas un homme aussi populaire qu'Alpha Condé en Guinée. Cette autre manifestation prouve que le débat sur la nouvelle constitution divise les Guinéens. Devant une telle situation, il faut convoquer les Guinéens aux urnes pour trancher, propose ce conseiller du président Alpha Condé. La démocratie, c'est la diversité d'opinions. Il y a une partie de la population qui n'est pas pour la nouvelle constitution. Il y a une autre partie qui est pour, c'est la mouvance présidentielle et l'ensemble de tous les alliés. Donc nous pensons que le président étant l'arbitre a le devoir de départager la situation en convoquant le peuple de Guinée au référendum. Et dans ces conditions-là, la majorité l'emportera et le débat sera clos. Allons au référendum ou encore oui à la nouvelle constitution. Tels étaient des messages visibles sur les pancartes et t-shirts. Des mots de soutien scandés par des jeunes militants du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. Nous sommes là pour leur dire que nous sommes avec lui. Nous sommes là pour leur dire que nous serons avec lui. Nous sommes là pour leur dire que le combat continue. C'est le référendum qui peut nous départager. Parce qu'ils sont en train de faire croire à l'opinion internationale qu'ils ont la majorité écrasante, tandis que c'est faux. De l'aéroport, le président Condé a été accompagné par ses militants jusqu'au palais Sékou Touré. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Husseini, âgé de 14 ans, se souvient encore de l'attaque terroriste qui avait détruit son école l'année dernière. On était dans la classe, on entendit des coups de tir. Puis je me suis effrayé. On entendait crier. On est sorti, on entendait courir. Les maîtres aussi sont venus pour courir. Puis ils tiraient. Husseini et sa famille ont fui leur village du nord du Burkina et depuis lors, il n'a pas mis les pieds dans une salle de classe. Aujourd'hui, il écoute une leçon de calcul diffusée par la radio locale de Douri. Husseini fait partie des enfants qui bénéficient du programme pilote de l'UNICEF qui met également à leur disposition des facilitateurs pour les aider à mieux apprendre. Les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les centaines sur les centaines. L'école radio, c'est la même avec l'école. En plus de ces programmes d'apprentissage alternatifs, l'UNICEF soutient les centres communautaires, les technologies de la radio et fournit des outils aux enseignants travaillant dans les zones dangereuses. Elle estime que près de 2 millions d'enfants ont été privés d'éducation dans la région du Sahel en raison de la violence et de l'insécurité. Pour rappel, les attaques terroristes et les conflits communautaires ont fait plus de 300 000 déplacés dans le pays. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Houmfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir. Salut Jacques. Comment ça va? J'espère que ça va bien et vous aussi. Oui, j'espère aussi. Ce soir, nous nous intéressons à la démence chez les personnes âgées, Mohamedou. Tout à fait, les personnes âgées, c'est un sujet très important. Vous et moi, nous allons vieillir et la démence chez les personnes âgées est très importante car même si elle touche principalement les personnes âgées, la démence n'est pas, contrairement à une idée répandue, l'apanage des vieux ni une composante normale du vieillissement. La démence qui est, rappelons-le, un syndrome causé par diverses maladies du cerveau qui affectent la mémoire, le raisonnement, le comportement et l'aptitude à réaliser les activités quotidiennes. L'Organisation mondiale de la santé estime à 47 millions le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde. Ce nombre pourrait s'élever d'ailleurs jusqu'à 75 millions d'ici 2030 et même tripler d'ici 2050. Alors Jacques, il y a des raisons de s'inquiéter. Absolument, une augmentation des cas qui est d'autant plus préoccupante que la prise en charge est difficile pour les malades. Exactement, Jacques. Non seulement il n'existe pas à l'heure actuelle de traitements qui permettent de guérir de la démence ou d'en modifier l'évolution, mais aussi la démence est particulièrement éprouvante pour les malades, pour les familles et pour les personnes qui prodiguent les soins. Alors imaginez, Jacques, la situation de ces personnes qui ont tendance à oublier les noms des gens ou les difficultés à reconnaître les membres de leur famille, qui ne se rappellent plus de ce qu'elles ont dit, qui se perdent à la maison et qui, en plus, ont besoin d'aide pour se déplacer, se laver, se vêtir. Toutes ces choses qui engendrent parfois la stigmatisation, le rejet
et constituent donc des obstacles au traitement et aux soins de ces personnes. Alors, il y a peut-être un début de solution pour prévenir ou retarder la démence, une solution qui consisterait à stimuler le corps et le cerveau au moyen d'exercices physiques et cérébraux dans une réalité virtuelle. C'est en tout cas, Jacques, une solution qu'expérimente actuellement l'Université du Sud de la Californie, ici aux États-Unis. Notre collègue Elisabeth Lee a visité un laboratoire de cette université qui expérimente la dite solution. Voici son reportage que j'ai traduit pour vous. Il s'appelle Wayne Garcia. Il pratique des exercices pour le corps et le cerveau, à l'instar de ces coups de pédale qui, espère-t-il, lui éviteront ce qui est arrivé à ses proches. Deux de mes grands-parents ont souffert de démence, mon père et ma mère aussi. Quand je vais rendre visite à ma mère et que je vais la chercher à l'internat, je vois les autres patients qui sont juste allongés là. C'est très effrayant. J'imagine qu'un jour, ça pourrait être moi. C'est pourquoi Garcia participe à une étude visant à déterminer si des doses de réalité virtuelle combinées à des exercices physiques pourraient être utiles. Judy Pa fait partie d'une équipe de chercheurs qui étudie les effets de la réalité virtuelle sur les facultés cognitives des personnes qui vieillissent. Nous espérons prévenir la démence et si nous ne pouvons pas, nous voulons la retarder. Selon Judy Pa, les jeux en 3D offrent une expérience virtuelle immersive essentielle à la formation de la mémoire et des fonctions cognitives. L'étude de l'Université du Sud de la Californie cible certains des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer et du fonctionnement cognitif, notamment un mode de vie sédentaire et un manque de stimulation cognitive et sociale. Je dois pédaler et garder ma fréquence cardiaque sur la bonne zone. Il y a un moniteur là-bas, alors j'essaie de la garder à 135 sur le moniteur. Dès que je vois une carotte, je dois appuyer sur le frein. Les participants doivent également apprendre et se souvenir de leur itinéraire lorsqu'ils naviguent dans ce monde virtuel. Même si la réalité virtuelle peut aider certains, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Déjà, 4 personnes sur 40 ont quitté la recherche en raison des symptômes du mal des transports. Pour sa part, Judy Pa est déterminée à continuer la collecte des données auprès des participants pour voir si la réalité virtuelle peut créer des changements positifs dans le cerveau afin de prévenir la démence. Et voilà beaucoup d'espoir à Mohamedou. Mieux vaut guérir, mais mieux prévenir que guérir, absolument. Et nous vieillissons toutes et tous, n'est-ce pas? Ouais. Merci bien, Mohamedou. Vous revenez jeudi prochain. Merci. À jeudi. Un seul sujet au menu du sport ce soir. Ce n'est pas habituel, mais nous parlons de baseball. Les Nationals de Washington sont champions. Ils ont décroché leur premier titre de la Ligue majeure de la discipline après près d'un siècle d'attente. Le tout dernier sacre remonte à 1922. Bien évidemment, les rues de la capitale américaine étaient bondées de monde la nuit dernière. Nani Talani. C'est un ouf de soulagement après près d'un siècle d'attente. Grâce à leur sacre final, les Nationals de Washington ont envoyé leurs fans dans une frénésie dans les rues de la capitale américaine. L'équipe a battu les Astros de Houston 6-2 dans le match 7 de la série finale. Les Astros sont entrés dans ce match avec une avance de 2-0. C'est alors qu'Anthony Rendon des Nats a frappé fort pour permettre à son équipe de prendre une avance qu'elle n'a plus jamais lâchée. Je suis tellement fier de ces gars et ce qu'ils ont fait. Je leur ai demandé de faire des choses dont je suis sûr qu'ils ne sont pas à l'aise et ils l'ont fait sans poser de questions. Les Nats ont réalisé un revirement étonnant. Ils ont commencé la saison avec un score 19-31, passant 5 fois tout près de l'élimination. En face, les Astros de Houston, bien que déçus, restent fiers de leur parcours. Une fierté partagée par les deux équipes qui ont offert un spectacle joyeux à la ville de Washington, souvent consumée par des batailles politiques partisanes. Et justement, ce sacre des Nationals de Washington, après près d'un siècle d'attente, a temporairement brisé les barrières politiques entre les habitants de Washington d'ici, maintenant très polarisés. Dans un reportage, Brian Paden montre comment des démocrates et républicains se sont rassemblés pour soutenir leur équipe commune, les Nats, qui ont remporté la finale du championnat de baseball. Je vous fais le récit. Ils sont habituellement démocrates ou républicains ou même neutres et se tiennent des discours politiquement opposés. Cette fois-ci, fans démocrates et républicains des Nationals de Washington ont parlé le même langage dans leur stade de baseball cette semaine.
L'objectif commun était de soutenir leur formation opposée aux Astros de Houston dans la finale du championnat de baseball. Je pense que cela nous donne juste quelque chose de plus grand à faire, quelque chose de plus grand sur lequel nous devons nous concentrer, quelque chose que nous partageons, une chose dont nous tombons tous amoureux à la fois. Les tensions politiques dans la capitale américaine sont à un niveau record avec les démocrates qui ont initié une enquête de destitution contre le président Donald Trump. Au milieu de cette tempête, les fans des Nationals trouvent amplement des raisons d'encourager leur équipe à l'unisson, quelle que soit leur affiliation politique. Je pense que cela rassemble tout le monde avec des opinions politiques différentes. Certains fans espèrent que ce sentiment d'unité suscité par les Nationals permettra de réduire les conflits partisans. Après la victoire des Nationals, je pense que les deux partis devraient faire preuve d'unité. D'autres restent par contre moins optimistes. Je ne pense pas que cela va durer. C'est une sorte de flux et de reflux. Cette année sportive a été prolifique pour Washington. Avant les Nationals en baseball, les Mystics, l'équipe de basketball féminin, ont remporté leur tout premier titre début octobre. Ces différentes victoires ont donné à la ville une diversion au moment où elle en a le plus besoin. Voilà, le sport qui unit. On se retrouve la prochaine fois. Des squelettes, des sorcières et des kilomètres de toiles d'araignée. Chaque année, Mike Keel, un résident d'Arlington, transforme sa cour en une formidable attraction pour les enfants. Sa passion pour Halloween a commencé il y a 30 ans, quand ses propres enfants étaient tout petits. Lorsque nous avons emménagé dans cette maison, il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans le quartier. L'année dernière, 400 enfants ont frappé à notre porte. Nous avons également fait venir la police locale avec ses gyrophares pour distribuer les bonbons. 3 rues étaient bloquées. Et les enfants couraient toute la nuit. Beaucoup de statues et de jouets ont des détecteurs de mouvement. D'autres sont fabriqués à la main. Ma femme est très favorable aux décorations d'Halloween car j'utilise beaucoup de ces vieux vêtements pour fabriquer des costumes. C'est une de ces robes de bal. Je l'ai trouvée dans un placard. Je l'ai mise sur une de ces créatures. Et les enfants ont leurs favoris. Il y a cette sorcière sur l'arbre. Elle est là depuis mon enfance. C'est la première créature installée et c'est la dernière à disparaître. J'aime cette sorcière. J'aime la mare. Il y a un tas de petits squelettes dedans, c'est cool. Pour Anastasia, âgée de 5 ans, originaire de Géorgie, c'est le premier Halloween aux États-Unis. Keel lui fait visiter sa cour. Je veux des bonbons, je veux être une sorcière effrayante. Mike avait l'habitude de se déguiser, mais le quartier a changé. Aujourd'hui, il ne fait que distribuer les bonbons. Bon, je n'ai jamais vraiment eu de problème de violence de personnes ivres ou quoi que ce soit. C'est un excellent exemple de communauté. Le quartier attire des gens de partout parce que les gens aiment passer du bon temps. Ils n'ont pas besoin de drame dans leur vie. C'est pourquoi les Américains aiment Halloween. Des décorations amusantes, effrayantes, des bonbons qui coulent à flot et une soirée divertissante dans le bel automne de Virginie. C'est grâce à des fans comme Keel que l'esprit d'Halloween est toujours vivant. Voilà, beaucoup de bonbons ce soir. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Au revoir.